Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Lorsque l'ISS sera hors service, où tombera-t-elle? Passons dès à présent aux réponses. D'après Michael Even, la réponse à cette question est la suivante. À ce jour, il est prévu que certains modules soient réutilisés pour d'autres usages, sans retour sur Terre. Par ailleurs, un plan de démontage et retour contrôlé par désorbitation est prévu par la NASA. Il est probable mais pas certain qu'il pourrait y avoir une mise en orbite cimetière pour d'autres parties. Les décisions finales seront prises en respectant les consignes de l'IADC, Inter-Agency Space Debris Coordination, acceptées en 2002 par l'ensemble des opérateurs sur la station. D'après Aurélien Breton, la réponse à cette question est la suivante. Lorsqu'elle sera finalement désorbitée, probablement en 2028, elle sera soigneusement pointée vers un endroit où toute épave spatiale qui ne brûlera pas pourra s'écraser en toute sécurité. Il existe un endroit très spécifique dans l'océan Pacifique Sud où les satellites morts sont envoyés, il n'y a personne qui vive à proximité et s'est éloigné de toute route maritime. D'après Vincent Persson, la réponse à cette question est la suivante. Que se passe-t-il si une fenêtre se brise sur la Station spatiale internationale ou dans un vaisseau spatial? Les astronautes meurent-ils tous car l'oxygène est aspiré? Est-ce que cela s'est déjà produit et quelle est la résistance des vitres? Cela dépend du vaisseau spatial. La pire collision dans l'histoire des vols spatiaux, Worst Collision in the History of Spaceflight, a impliqué la station spatiale Mir et Progress M34, qui a dépressurisé le module Spectre de Mir. L'équipage de 3 personnes a réussi à fermer l'écoutille, ce qui a nécessité de retirer de nombreux bouchons et tuyaux d'air qui passaient par l'écoutille, avant qu'une perte d'air importante ne se produise dans toute la station. Les hublots du Spectre n'ont pas été endommagés, la collision a cabossé et perforé la coque. Si quelque chose comme la fenêtre principale de la coupole géante de l'ISS était percée à travers toutes ces vitres blindées multicouches avec suffisamment de force pour faire sauter toute la fenêtre de 30 pouces, plus de 70 cm, alors la station se dépressuriserait très rapidement. Certains astronautes pourraient avoir la chance d'atteindre une capsule de sauvetage Soyouz, ils auraient environ 30 secondes pour réagir avant de s'évanouir. Hypothétique, mais l'air de la station s'évacuerait rapidement si vous parveniez à percer complètement l'une de ces fenêtres. Cependant, ces fenêtres sont protégées par des boucliers blindés lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les volets sont ouverts dans l'image ci-dessous. Parenthèse fermante parenthèse ouvrante et fermée dans cette configuration de pré-lancement. Parenthèse fermante De plus, les fenêtres sont multicouches et blindées. Ce diagramme montre une coupe transversale des boucliers blindés et des épaisses vitres en quartz fondu qui composent les fenêtres de la coupole. Les vitres des vaisseaux spatiaux ne sont pas des vitres simples et fines comme celles des voitures. La navette spatiale américaine avait également 3 vitres, 3 panes of glass, dont 2 épaisses vitres à pression. Au total, les débris qui traversent le bouclier Whipple Shield, des couvercles, la vitre à débris de 0,38 pouces, environ 10 mm, d'épaisseur et les 2 vitres à pression de 1 pouce, environ 2,5 cm, pourraient ne pas encore faire sauter complètement les fenêtres. Elles sont conçues pour survivre aux impacts de débris, de sorte que les fenêtres pourraient ne se retrouver qu'avec une petite perforation qui donnerait aux astronautes tout le temps nécessaire pour sceller le module de la coupole. Les petites fenêtres de l'ISS sont également blindées. Une perforation dans celle-ci donnerait aux astronautes le temps de fermer l'écoutille, de jeter un objet sur le trou, ou, au moins, un temps raisonnable pour atteindre les capsules Soyouz. L'ISS a bien 25 000 pieds cubes d'air, 708 mètres cubes, qui peuvent fuir. Il faut du temps pour évacuer tout ça. En parlant de capsules, celles-ci ont un volume beaucoup plus faible et s'évacueraient rapidement si leur petite fenêtre se brisait. Les capsules sont actuellement utilisées pour de courts vols à destination et en provenance de l'ISS, de sorte que les astronautes ont tendance à rester dans leur combinaison pressurisée d'urgence. Bien qu'il ne s'agisse pas de combinaison spatiale complète, celle-ci offre une protection d'urgence jusqu'à ce que la capsule puisse se désorbiter et atteindre le sol. Plus tôt dans cet article, j'ai inclus un lien vers les rapports sur les dommages causés aux hublots de la navette. Ces rapports mentionnent que les hublots de la navette ont été remplacés à raison d'un hublot par 10,8 jours en orbite, avec 177 impacts de hublots, le plus grand produisant un cratère de 0,44 pouces, 11,176 mm, de diamètre et 0,022 pouces, 0,559 mm, de profondeur. La photo ci-dessous, prise lors de la mission STS-7 de la navette, l'impact faisait 0,14, 11,176 mm, de diamètre et 0,0171 pouces, 0,434 mm, de profondeur. Il a été causé par un éclat de peinture. Celui-ci n'a pas traversé la vitre thermique extérieure de la fenêtre. Les fenêtres n'ont jamais explosé sur les vaisseaux spatiaux et n'ont pas été percées, bien qu'elles aient été touchées par des débris. Les 2 seuls grands événements de dépressurisation dans l'espace qui ont eu lieu, un vaisseau cargo éprenant la station spatiale Mir Soyuz 11, qui a fait sauter une valve d'égalisation trop tôt, Soyuz 11, which popped an equalization valve too early. D'après Jarrod Ashley, la réponse à cette question est la suivante.
Lys se déplace à 7,6 km par seconde. Pour pouvoir tomber verticalement et retourner sur Terre, il faudrait pouvoir se propulser à une vitesse similaire vers l'arrière de la station. Ce n'est pas quelque chose qu'un astronaute peut faire par ses propres moyens, c'est-à-dire juste en sautant de Lys. La vitesse minimale du saut pour retomber sur Terre est bien plus faible que 7,6 km par seconde, mais hors des possibilités d'un astronaute, voire complément plus bas. Si un astronaute décide de sauter de Lys, il va juste se mettre sur une orbite légèrement différente, peut être un peu plus basse que l'orbite d'origine s'il saute dans la bonne direction, mais il sera sans aucun doute à court d'oxygène avant que le frottement avec l'atmosphère résiduelle le freine encore plus et le ramène sur Terre, sous la forme d'une pluie de cendres. Pour rentrer sur Terre en vie, il faut au minimum un moteur pour se freiner suffisamment vite pour rentrer dans l'atmosphère dans un délai raisonnable, un bouclier thermique pour ne pas y brûler et une sorte de parachute pour ne pas s'écraser au sol. Des études ont été faites sur la possibilité d'équiper une station ou une navette spatiale d'un kit de retour d'urgence pour les astronautes qui se retrouveraient coincés en orbite sans possibilité de secours, mais à ma connaissance il n'y a pas eu de suite, peut-être parce que ça a été jugé trop compliqué ou inutile. Edith, j'ai retrouvé l'article Wikipédia qui parle des kits d'évacuation pour les missions spatiales, Mousse, Wikipédia, en anglais désolé. En complément, la vitesse nécessaire pour retomber sur Terre depuis Lys en une seule orbite est d'environ 90 mètres par seconde, 324 km/h. La chute est loin d'être verticale, mais le point le plus bas de l'orbite passe en dessous de 80 km d'altitude, l'atmosphère fait le reste. Un astronaute ne peut pas sauter à cette vitesse et le fauteuil spatial, MMU, utilisé sur la navette spatiale n'est capable que d'un delta V de 25 mètres par seconde. Toutefois, il n'est pas impossible de lancer un petit objet directement dans l'atmosphère, avec un outil simple comme un arc ou un club de golf. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.